De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, dans les studios de TV5 Monde. Nous décollons pour la Chine, nous allons aller à Macao. Je vous rappelle que vous pouvez réagir, commenter, nous questionner bien évidemment sur hashtag 24hchrono.tv. Et bien évidemment, vous n'oubliez pas ce soir le lancement du réseau social Big Planet. Alors, pour Macao, j'accueille Camille Leslie. Bonjour. 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 Donc, Camille, vous avez vécu fort longtemps à Macao. Dites-nous-en un peu plus. Oui, j'ai vécu 11 ans à Macao. D'accord. Et avant ça, j'avais vécu à Taïwan pendant plusieurs années aussi. Donc, Et vous êtes dans le spectacle? dans le spectacle, oui. Monde Voilà. du spectacle et événementiel. Parfait. Alors, Franck Guerreau, pour vous, c'est plus la Chine de manière générale, mais dites-nous un peu plus sur votre métier. Donc moi, je suis directeur général d'Arcure, et Arcure, c'est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et donc, nous faisons les yeux intelligents des véhicules industriels, surtout les véhicules autonomes. D'accord, donc c'est des choses qui regardent tout autour des véhicules, Voilà, exactement. sur les chantiers, des choses comme ça. Sur les chantiers et dans les usines, donc tous les véhicules qui sont utilisés en dehors de la route. Et notre métier, c'est de faire en sorte que ces véhicules n'écrasent pas les gens autour. D'accord, merci. Alors, Jean-Charles de Coninck, donc vous, un peu dans le domaine industriel aussi, vous pouvez nous en dire Dans un le peu. domaine industriel, nous sommes éditeurs de logiciels spécialisés dans le monde de la supply chain. Notre plateforme est déployée dans 50 pays et nous sommes en Chine depuis quelques années. Voilà, nous concevons nos produits ici en France, les ingénieurs français, et nous déployons un peu partout dans le monde. D'accord. Sur un principe d'export. Vous Un ne principe fabriquez pas sur place. d'export et de présence locale avec des filiales. On a aujourd'hui 8 filiales actuellement installées dans différents pays. Très bien. Et la Chine est un point important. Important dans le monde. Alors, on a nos industriels d'un côté, et puis on a un peu de cosmétique. L'industrie aussi, De l'industrie aussi, de l'industrie cosmétique cosmétique. bio qui se développe effectivement dans beaucoup de pays, y compris en Chine. Ce sont les laboratoires FITS. Et nous avons plusieurs marques donc sur toute la Chine. Très bien, merci Thierry Logre, puisque je n'avais pas donné votre nom, mon cher Thierry. Camille, comment ça se passe? Comment Macao? Vous pouvez nous définir un peu Macao et de la spécificité de Macao face à la Chine? Macao c'est déjà la taille. Oui. C'est vraiment très très petit. C'est, je sais plus, 30 km². Enfin, il y a la péninsule de Macao, il y a deux îles. Ça a été développé d'une façon Exponentielle. Ouais, en quelques années, ça a vraiment énormément changé. Moi, je suis arrivée là-bas pour la première fois en 2000. On a vu ça transformer en quelques années. Notamment, ils ont récupéré de l'espace sur le delta. Donc, au niveau géographique, au niveau de la population, il y a eu énormément d'expats qui sont arrivés d'un coup avec la fin du monopole des casinos. Donc, oui, on a plutôt l'image Macao casino, mais on bosse à Macao. Oui, dans les casinos, notamment. Non. Il y a eu, bien sûr, la population est principalement chinoise, mais il y a eu énormément d'expatriés qui sont arrivés. Et le secteur principal du tourisme, du casino, oui. Du service. On va revenir justement sur le tourisme. Juste avant, on va aller interroger Cécile Massot. Quels sont les principaux aspects de la vie économique à Macao? Macao est une ancienne colonie portugaise de seulement 30 km². C'est un port franc qui est tourné vers la Chine et vers Hong Kong, sa riche voisine. L'économie locale est principalement basée sur le tourisme, avec les casinos et les hôtels-restaurants qui les accompagnent. Fin 2017, il y avait 40 hôtels-casinos à Macao et un dernier vient tout juste d'être inauguré. Les casinos représentent 60% du PIB, du produit intérieur brut de Macao, et dégagent des revenus 5 fois supérieurs à ceux de Las Vegas. Le territoire autonome de Macao a un régime fiscal qui est différent de celui de la Chine. Les taxes sur les bénéfices des entreprises et les impôts sur les revenus des particuliers sont assez bas. Il n'y a pas de TVA à Macao. Les casinos, eux, par contre, ont une taxe assez importante qu'ils reversent au gouvernement. Le taux de chômage est très bas à Macao, il est moins de 2%, mais il y a une vraie politique de préférence nationale sur les emplois. Il est donc très difficile d'obtenir des visas pour les étrangers à Macao. Cécile Massot, merci beaucoup. Alors Camille, une réaction justement sur le monde du spectacle, le monde du tourisme. Il y a eu énormément de projets qui sont installés, de gros projets qui sont installés à Macao, justement, dans les casinos. Moi, j'ai travaillé avec le Cirque du Soleil et
un autre spectacle aquatique qui s'appelle The House of Dancing Water. Et c'est vrai que tout ça a facilité. Le gouvernement, en fait, a même poussé à ce que les casinos aient des spectacles. Pour avoir des licences pour avoir leur salle de jeu et les machines de jeu, en fait. Oui, c'était vraiment relié à la politique. Il y a vraiment une politique forte pour pousser le tourisme et la partie spectacle et tout ce qui tourne autour du casino. Tout à fait. Et Pékin a décidé que Macao était devenu une plateforme de tourisme dans la région. Et donc, ils mettent énormément de moyens pour que ça se passe. Donc, ça se passe à tous les niveaux. Très bien. Ouais. Alors, vous, Jean-Charles, vous avez une vision un peu plus généraliste de la Chine. Quels sont les grands secteurs, à votre avis, sur lesquels on doit pouvoir, si je suis dirigeant, quels sont les secteurs qui peuvent se déployer en Chine ? Beaucoup de secteurs sont en train de se déployer en Chine ou se sont déployés. La Chine a été pendant 30 ans l'usine du monde. Elle devient aujourd'hui un vrai marché dans le sens où une population de classe moyenne s'est développée, donc une consommation interne. On est passé d'une structure d'usine du monde à des ingénieurs du monde. Donc la Chine a véritablement aujourd'hui une volonté d'augmenter sa productivité, de travailler sur des processus d'augmentation de l'industrialisation et des moyens pour le faire. Et donc, elle se dote aujourd'hui de nouveaux moyens, de nouvelles structures. Donc, tout ce qui touche à l'industrie, au process, à l'organisation, à la supply chain, puisque c'est notre métier, on les voit augmenter dans des proportions excessivement importantes avec une nouvelle étape, qui est une étape véritablement d'externalisation de certains moyens qui étaient complètement internalisés dans les entreprises chinoises du fait que le coût de la main-d'œuvre était justement bas jusqu'à maintenant. Alors, vous, votre vision, Franck, sur justement ce déploiement industriel, vous, c'est votre marché. Oui, absolument. Et comment ça se passe ? Comment vous avez pris contact avec la Chine ? Comment ça s'est passé ? On a eu une opportunité d'aller à Hong Kong, c'est là où on est implanté, en suivant un grand groupe français qui s'appelle Vinci. Donc Vinci a remporté pas mal de marchés de construction d'infrastructures sur Hong Kong. À Hong Kong, il y a beaucoup de chantiers de modernisation. Et on avait la chance d'avoir déjà un partenariat avec ce grand groupe français. On les a suivis, en fait, simplement. C'est comme ça qu'on a réalisé la première implantation. Ce qui est un grand classique sur les implantations à l'international, mais c'est un bon outil, c'est un bon véhicule. Alors, Thierry, vous avez une autre vision, parce que là, on est dans le B2B, là, chez vous, on est plus dans le B2C, alors, enfin, en même temps, pas tout à fait, mais vous vous adressez aux Chinois. Comment ça se passe, ce marché chinois ? Comment vous le percevez ? Nous, ça fait 12 ans que l'on est là-bas et que l'on voit le modèle chinois, si on peut dire, économique, évoluer presque tous les 18 mois. C'est absolument extraordinaire. L'évolution a été telle qu'autrefois, effectivement, il y avait une toute petite classe moyenne qui cherchait des produits qui parfois d'ailleurs allaient être copiés. Aujourd'hui, si je passe toutes les étapes, la copie dans le monde un peu sélectif, un peu luxe, n'existe pratiquement plus parce que le client chinois a tellement évolué qu'il veut la certitude de la qualité du produit. Voilà. Et aujourd'hui, on en est, alors effectivement, on parlait d'ingénieurs du monde, ils en sont beaucoup plus à vouloir acquérir nos savoir-faire et à nous demander de produire là-bas. Et d'être la caution un peu, justement, de la bonne production. Alors, le Made in France pourrait devenir du Made by French en Chine, ce qui ne m'étonnerait pas beaucoup dans l'avenir. C'est aussi votre perception sur la partie logicielle, comment ça se sent ? Sur la partie logicielle aussi, puisque c'est quand même un pays où on produit beaucoup de logiciels. Donc il faut aussi faire attention à certaines positions que nous pouvons prendre par rapport à ça. Et puis c'est un pays qui n'est même pas un pays, c'est un continent, la Chine. Oui. Donc il faut, avec des langues différentes, donc il ne faut pas négliger cette problématique de s'adapter aux différentes régions, puisqu'on parle de la Chine, mais ce sont un ensemble de régions qui sont importantes et qui ont tous leurs caractéristiques qu'il faut intégrer véritablement dans le schéma de déploiement qu'on doit avoir sur ce pays. Et Camille, cette dimension de la Chine, vous qui venez de revenir en France, comment vous la percevez ? C'est un domaine aussi... Oui, en étant sur Macao, on a toujours accès, il y a toujours des projets qui se passent avec la Chine, enfin, ça a toujours été une porte d'accès, en gros. Oui, c'est pour rentrer en Chine, ça peut être une solution. Ça facilite énormément les choses. On a Hong Kong, on a Macao qui sont deux points forts. Oui, et puis c'est vrai que c'est très facile de faire des affaires et de s'implanter à Macao, et donc ça permet toujours d'avoir... Une petite entrée. Ouais. Très bien, on se retrouve dans quelques instants après une petite page de pub.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono pour notre voyage en Chine. Et on est là maintenant pour parler vraiment implantation et comment privilégier cette démarche d'implantation. Alors, Franck, vous nous expliquiez il y a quelques instants que vous avez utilisé le véhicule Vinci, si je peux me permettre. Mais la deuxième étape, parce que bon, venir avec un grand groupe, ça reste quand même un bon outil, entre autres pour une start-up ou des entrepreneurs, une PME qui a un peu de difficulté pour attaquer un marché. C'est quand même bien de monter dans le véhicule d'un grand groupe. Et la deuxième étape, c'est comment elle se passe, en fait. Déjà, il faut bien accomplir la première, c'est-à-dire que l'exécution d'une commande significative sur un territoire éloigné, même si c'est pour un client connu, ça nécessite quand même pas mal de logistique. Il faut envoyer des gens sur place, il faut former sur place, etc. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ça donne une présence locale donc qui donne une crédibilité pour attaquer d'autres marchés et aller chercher d'autres clients localement. Donc vous avez utilisé, si j'ose dire, la deuxième porte, qui est la porte de Hong Kong. Voilà, oui, exactement. On a choisi Hong Kong. Alors Hong Kong, c'est quand même très pratique parce que c'est quand même très occidental. Très occidental, donc culturellement, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a une facilité d'implantation, d'entreprendre qui est incomparable sur Hong Kong. Même en termes de taxes, c'est pas du tout géré comme le continent. Dans la même logique, oui. Voilà. Donc, pour commencer, ça nous a semblé être très adapté. Plus simple. Ouais. Alors, Jean-Charles, vous qui avez une vision plus internationale, parce que vous avez combien d'implantations dans le monde ? Nous sommes déployés dans 50 pays et nous avons 8 implantations dans le monde, hors France. Donc ça commence à faire un peu. Comment vous percevez la Chine quels sont les conseils que vous donneriez à un entrepreneur pour s'implanter en Chine ? Conseil, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, notre expérience que nous avons, c'est tout d'abord, il n'y a pas de pays compliqués, il y a des pays différents. On parle de la Chine compliquée, mais tous les pays sont différents, donc il faut s'adapter à la réalité, tout simplement, je pense, sans plus ni moins. La Chine est un pays qui est un énorme marché, où on est relativement bien accueilli, tout d'abord, on est bien accueilli en Chine. Néanmoins, c'est un marché qui est entrouvert. Donc il faut trouver les portes d'entrée véritablement de ce grand pays, comment y accéder. C'est des partenaires, c'est comment ? Alors on a commencé avec des partenaires, avec des clients tout d'abord européens, c'est comme ça qu'on est arrivé en Chine, c'est un très bon véhicule, il faut le savoir pour des entreprises, des ETI comme les nôtres. Le deuxième sujet entrée, c'était de choisir un partenaire. On a choisi des partenaires, un tout petit partenaire sur Shanghai au tout début, et là on est sur un partenaire qui est beaucoup plus grand, qui est chinois, profondément chinois. On parle en chinois uniquement avec eux, on discute en chinois, on élabore absolument tout en chinois aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on a besoin aussi de personnel et de collaborateurs chinois et d'interprètes. Et puis, la présence qui est partout sur le territoire chinois est importante pour nous, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de différences entre les différentes régions chinoises. Et pour s'implanter véritablement, moi, je pense que le véhicule avec un partenaire chinois est important. Oui, ça facilite. Absolument. Puis, il y a autre chose, c'est que certaines domaine de l'activité en Chine nécessite d'être chinois ou d'avoir une JV avec un chinois parce que il y a certains domaines réservés où il faut être en association et c'est ce qui nous arrive sur certains sujets. Alors Camille, votre expérience est totalement différente puisqu'on est dans le domaine du spectacle. Donc vous avez créé une entreprise sur place. Oui, on avait une entreprise avec mon mari, on travaille ensemble pendant plusieurs années, une entreprise de production, d'événementiel et de festivals. Donc on travaillait avec le gouvernement, mais aussi avec des casinos qui avaient besoin d'événementiel. Et par la suite, j'ai aidé notamment des nouveaux spectacles à s'implanter sur Macao. Donc à créer toute l'infrastructure. En termes d'organisation et d'aspect juridique et choses comme ça, quels sont le 1 ou 2 conseils à donner à un dirigeant ? Oui, il faut prendre des informations sur les différents statuts. Et, c'est un peu comme les mêmes démarches que pour une autre entreprise. Mais c'est vrai que c'est très facilité. Il y a beaucoup les choses sont assez transparentes, en fait. À Macao, en tout cas, en Chine, je ne l'ai pas fait. Mais c'est quand même assez facile de trouver l'information. Et c'est souvent en anglais ou en portugais. Donc ça facilite les choses. Ouais. On reviendra sur la notion d'anglais et de portugais. Alors Thierry, c'est un peu différent parce que vous faut trouver vos réseaux de distribution. Alors comment vous procédez en fait ? Simplement, on a commencé par être présent sur des salons qui mettaient en avant la cosmétique. On y a trouvé ensuite les hommes pour importer nos différentes marques.
Et la relation fait tout. Et je dirais que dans bien des pays, c'est pareil, en s'adaptant par contre aux spécificités et en étant très proche d'eux. L'an dernier, on avait reçu ici un monsieur qui est devenu Premier ministre entre-temps et qui nous avait dit pour la Chine, on était à Dalian l'an dernier, il disait ce qui est important c'est de revenir systématiquement et créer du lien avec nos partenaires chinois avant de pouvoir travailler durablement. Vous confirmez ce point ? Oui, c'est tout à fait vrai. Alors j'ai l'impression que c'est quand même assez vrai dans bien des situations. Avec la Chine, ce sera certainement encore plus important puisque ça va prendre du temps. Il va falloir évoluer avec eux, s'adapter aux évolutions du monde chinois. Et donc effectivement, faire vivre la marque, implanter une marque, ça prend du temps, mais ça prend dans tous les pays beaucoup de temps. Il faut que les gens s'y habituent, connaissent bien le contexte et en aient une approche, une compréhension pour... Voilà. Créer de la vraie relation durable. Très bien. Alors, on va aller justement interroger Ophélia Jaccarini sur quelles sont les démarches concrètes à effectuer pour créer sa société en Chine. Quand j'ai commencé à travailler en freelance, j'ai créé un statut, donc c'est l'équivalent d'un statut d'auto-entrepreneur. Ça s'appelle Solo Entrepreneurship. C'est très simple à créer. Ça prend une demi-heure, il faut remplir un papier et payer l'équivalent de 250 €. Ensuite, quand les choses sont devenues plus sérieuses, que j'ai eu beaucoup plus de travail et que j'ai eu le besoin d'embaucher, d'avoir une vraie société, j'ai dû créer une limited company. Donc ça équivaut à une SARL en France. Là aussi c'est pareil, c'est vraiment très simple. Il faut peut-être 2 jours pour remplir tous les papiers et créer la société. Là j'ai dû faire appel à une agence qui s'occupe de ma société, de relancer, de recevoir les papiers. C'est une agence qui m'a aussi aidé à ouvrir le compte en banque. Il y a des agences françaises qui s'occupent d'aider les Français qui veulent créer des sociétés, mais il y a aussi des agences hongkongaises. L'une comme l'autre, ça marche aussi bien, c'est juste une question de préférence, si vous vous sentez plus à l'aise parler français quand il faut parler de termes techniques ou si ça ne dérange pas de parler anglais. Merci beaucoup, Ophélia. Alors, on a vu un peu les choses sur l'aspect purement juridique. Maintenant, on va essayer de parler un peu des langues, justement, parce qu'on évoquait tout à l'heure le portugais. Alors, quand on parle de la Chine, on ne pense pas toujours au Portugal. Mais quelles sont les langues, comment on fait des affaires? Alors, dans le tourisme à Macao, puis après, bien évidemment, on fera un petit tour du continent chinois. C'est très important. Moi, j'ai la chance, je parle chinois. Je suis arrivée en Chine parce que j'avais fait des études de chinois, donc ça facilite. Le mandarin, c'est vrai, même à Macao, c'est la langue maintenant des affaires, on va dire. Donc il faut vraiment parler mandarin ou avoir des interprètes, mais des interprètes de confiance, on parlait de la confiance. C'est très important. Et le portugais, c'est quand même encore la langue officielle à Macao, une des langues officielles. Donc tous les documents officiels sont écrits en portugais, ça facilite. Quand on parle français même, ça peut aider. Et l'anglais, bien sûr. Bien, mais c'est essentiel de pouvoir avoir un accès direct avec le mandarin. Ouais. Alors Franck, vous parlez couramment en mandarin? Bien entendu. Bien entendu. Non, comment ça se passe pour vous, justement, puisque vous ne parlez pas le mandarin? Justement, le choix de Hong Kong, bien entendu, était subtil pour parler en anglais. On parle anglais à Hong Kong, on peut quasiment tout faire en anglais. Maintenant, si on veut se déployer et si on veut se développer, le mandarin est indispensable, et en particulier, bien sûr, si on veut rentrer sur le continent. On ne met pas un pied sur le continent si on ne parle pas mandarin. Donc voilà, ça c'est indispensable. Et du mandarin parlé par des Chinois. C'est-à-dire pour faire du commerce en Chine, il faut avoir des Chinois sur place. C'est pas avec des Français qui parlent très bien mandarin qu'on peut aller très loin. On peut commencer une relation, mais on ne va pas très loin. C'est votre perception aussi, Thierry, sur la langue? Oui, alors nous, c'est un petit peu différent parce qu'étant dans la cosmétique et le luxe, on utilise beaucoup l'anglais. Et bien évidemment, on y va aussi avec des traducteurs, mais ce sont bien nos contacts qui, parlant anglais avec nous, assurent derrière les traductions. Et donc le message passe dans leur langue entre eux plus facilement qu'avec nous. Enfin, on est sur un commerce à 2 étages, donc absolument. Donc c'est facilité. C'est distributeur, formation et consommateur. Voilà. Et vous, votre perception sur justement la langue chinoise et le partage de la langue chinoise, comment vous le vivez? Nous sommes rentrés sur Shanghai. Shanghai est une ville très internationale, donc l'anglais, ça se passe assez bien.
On a fait le choix d'un distributeur qui est, lui, chinois. Un vrai chinois. Et on ne traite qu'en chinois, absolument tout. Donc oui, c'est une barrière, mais une barrière qu'on arrive à lever assez rapidement avec des collaborateurs chinois, tout d'abord. Comment ça se passe, le recrutement sur place, la notion de recrutement et de management? De recrutement, écoutez, on a utilisé beaucoup nos Business France en particulier pour recruter, pour nous aider à nous implanter sur la Chine. On a eu un support très pertinent des équipes de Business France. Donc on a utilisé ce modèle-là pour pouvoir embaucher en particulier. Voilà, on a des bons outils. Les Business France, il y a les conseillers du commerce extérieur, bien évidemment, qui sont là aussi, et les chambres de commerce et d'industrie françaises qui sont très implantées. Alors on se retrouve dans quelques instants, mais juste avant, je vais vous saluer, vous remercier de votre participation, et on va aller interroger une seconde fois Ophélia pour savoir quel est l'attrait de la Chine pour la culture française. C'est assez marrant parce que pendant presque un an, tous les contrats que j'avais en illustration, c'est parce que j'étais française. Parfois, je demandais à mes clients, mais comment vous avez connu ma société ou moi? Ah, on cherchait une française. On voulait un artiste français, une illustratrice française. Donc, assez simple, ils ont dû taper sur Internet illustratrice française à Hong Kong et ils sont tombés sur moi. Du coup, j'ai eu beaucoup de projets où je devais dessiner des rues parisiennes, des façades qui étaient imprimées sur des tentes pour un événement qui avait lieu pendant plusieurs jours, par exemple. Je travaille pour la société Diptyque, qui est une boîte française. Et ils m'ont aussi demandé de faire une illustration d'une carte de Hong Kong sur où pique-niquer à la française. Donc là, ils se sont doutés que je mangeais du fromage et que je buvais du vin. Donc c'est assez facile de faire un dessin d'un pique-nique typiquement français avec de la baguette et du saucisson. Et ensuite, c'est seulement récemment que j'ai commencé à avoir des demandes d'illustration un peu moins Frenchy. Effectivement, je pense que la French Touch séduit énormément à Hong Kong, en Chine et partout en Asie. Merci Ophélia. Alors bien évidemment, la culture française est parfaitement bien perçue sur place, on l'a bien compris. Mais revenons quelques instants quand même sur la partie recrutement. Alors vous nous disiez justement pendant l'intervention d'Ophélia, vous avez pas mal recruté sur place et il y a quand même des points un peu complexes. Ouais, sur Macao, c'est assez complexe parce que le fait que justement les salaires aient explosé à ce moment-là, ça complique. Et on n'a pas vraiment besoin de diplôme pour pouvoir entrer dans le monde du service, on va dire. Donc c'est très difficile. Alors les gens restent 6 mois et puis après ils partent. Alors on les forme, etc. Et puis d'un coup, ils partent parce qu'ils vont avoir une position. Il y a pratiquement pas de chômage. Donc il y a du boulot pour tout le monde et ça rend les choses compliquées au niveau. Très important et du coup une formation permanente, une intégration permanente. C'est très, ça complique un peu les choses. Donc s'il y a des personnes qui s'engagent vraiment dans leur poste et qui on peut les fidéliser, ça a énormément d'atouts pour les gens qui veulent aller travailler là-bas. Ça aide, ouais. C'est un peu la même perception dans vos réseaux de distribution. Tout à fait. Les sociétés chinoises évoluent tellement vite, elles changent d'hommes très rapidement. Au rythme du changement. On les forme à fond. Ce sont les relais de nos produits et on doit recommencer très vite. Très vite, c'est à quel rythme dans votre activité? 12-18 mois. D'accord, on est toujours sur ce... Vous avez la chance. On est toujours sur ce rythme des 12-18 que vous citez depuis tout à l'heure, c'est-à-dire un renouvellement de la société chinoise à ce rythme-là. Oui, moi c'est réellement ce que vous percevez. La vitesse en Chine est un élément essentiel. Ouais. Ça bouge très très vite, et beaucoup plus vite que n'importe où dans le monde. Et le temps est compressé. Et l'acquisition des compétences, de la modification des organisations, du marché, de la distribution du marché, il y a une vitesse absolument folle. Ah oui, ça c'est une dimension qu'il faut prendre en Chine, c'est la dimension de la vitesse. Il faut vraiment le prendre en compte. Il faut suivre. Alors, pour revenir un peu sur les produits qui sont quand même quelques savoir-faire français, sur la notion du luxe, alors on parle toujours de l'implantation du luxe à la française en Chine. Comment vous percevez cette logique-là, tous les deux? Alors vous, peut-être en l'ayant vécu sur place, et vous en essayant de mettre en avant une marque des grandes maisons françaises? Les Chinois adorent la France et ses produits. Ils en ont une très bonne image. Ils recherchent aussi bien de la gastronomie que de la cosmétique, par exemple. Je pense que de toute façon, à terme, ils sauront faire leur propre marque de luxe. Et donc, on doit aujourd'hui
s'implanter, aujourd'hui justifier notre qualité, notre différenciation, parce que demain, ils n'hésiteront pas à nous renvoyer leur propre marque. Leur propre maison, ils les construisent. Enfin, ils les construisent, voire éventuellement avec nous. Oui, on est toujours sur cette logique. Votre perception, alors peut-être plus cliente, mais... à Macao, tout à fait, oui. Bah, il y a eu un grand casino qui s'appelle le Parisian, qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps. Et du coup, avec une mini tour Eiffel, enfin, c'est quelque chose que les il y a une vraie passion pour la France. Ils raffolent de ça, et c'est très, très... Il n'y a pas que dans Paris. C'est très demandé, ouais, à tous les niveaux, tous les produits de luxe, la gastronomie, tout. Le français lui-même, là, ils apprennent de plus en plus le français, ouais. D'accord. Et votre perception, alors vous, moins dans le luxe, mais comment vous voyez les choses? Dans le luxe, à travers nos clients, en fait, oui. et les flux d'importation des produits français de luxe. On a vu très clairement que, bon, il y a eu une petite période où ça s'est calmé un peu quand le gouvernement chinois a baissé, on va dire, l'usage des cadeaux d'affaires pendant 2 ou 3 ans. Mais là, il y a une reprise très forte. Le luxe à la française est extrêmement prisé en Chine. Le chinois aime en plus paraître. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Donc, de porter des vrais produits de luxe estampillés France, c'est un élément de positionnement social important qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc, c'est un marché merveilleux pour le luxe, très clairement, quoi. Voilà. Oui. On peut tirer sa marque et ça fonctionne encore en Chine. Et ça marche vraiment. Ça fonctionne et maintenant l'évolution a été telle qu'ils souhaitent vraiment des produits qui apportent quelque chose, qui ont une différenciation. Il ne suffit pas de dire qu'on est luxe comme partout ailleurs pour satisfaire la clientèle qui a évolué donc très oui, bien. on a une clientèle qui monte tranquillement. Oui, ils demandent de l'authentique aussi. C'est ça que je pense qui a changé. C'est que, par exemple, on voit en Provence, ils vont en Provence parce qu'ils veulent le produit. Et du coup, quand ils voient de Provence ou alors autre, mais bon, moi, c'est clair. C'est très important pour eux. Très bien. Alors, Franck, pour la seconde fois de cette émission, je vais vous saluer. Mais je pense qu'à un moment, vous partirez. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé. Et on se retrouve dans quelques instants après la pub. De retour sur les plateaux des 24 heures chrono, bien évidemment sur les plateaux de TV5 Monde. Et j'accueille sur ce dernière approche de l'émission Soana Denier. Bonjour. Bonjour. Donc Soana, vous avez fait toutes vos études à Macao. Oui. Dites-nous un peu plus. Je suis arrivée à Macao à l'âge de 7 ans. Et donc j'ai été scolarisée en primaire, j'ai fait l'école secondaire. Et quand j'ai passé mon bac en 2014, j'ai fait 1 an à Taïwan. Et après j'ai décidé de venir faire mes études universitaires ici à Paris. D'accord. Comment vous avez vécu, comment vous sentez cette ville? Parce qu'on a beaucoup parlé du business, mais parlons de la vraie vie, de la vie des gens de Macao. En fait, ça a beaucoup changé par rapport à mon arrivée donc, en 2004. Et en arrivant, c'était génial. J'ai adoré changer un petit peu. Et
pouvoir voir autre chose. Tout m'émerveillait à Macao, le fait qu'il y ait des lumières partout. Et voilà, mais aujourd'hui, je pense que c'est une ville qui devient vraiment cosmopolite, qui change très très vite. Et donc, du coup, il faut essayer de s'adapter. Et des fois, j'ai l'impression de courir un peu après la ville parce que j'ai envie d'être posée, relax, mais non, elle est très dynamique et ça change très vite. Donc c'est une ville très moderne en fait, Oui. liée justement à tous ces casinos. On est dans une logique très moderne. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez définir le mode de vie à Macao et le coût de vie, comment vous le ressentez? Je pense que ça a beaucoup augmenté aussi. Le coût de la vie, ça reste moins cher que Paris, par exemple, mais j'ai l'impression que ça commence à se rapprocher. Mais sinon, vivre là-bas, on est tranquille en fait. On est vraiment tranquille. Enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a très peu de chômage, donc on s'inquiète pas pour ça. Le gouvernement s'occupe bien des citoyens. Il y a des bonnes écoles, il y a un bon système de santé et on est vraiment très bien à Macao. Mais la vie a énormément augmenté. Mais la vie a augmenté. Ouais, et surtout si on n'est pas propriétaire d'un bien immobilier, c'est le logement, c'est devenu un gros problème, non seulement pour les personnes en tant que particuliers, mais aussi pour les affaires. Parce que si on veut ouvrir quoi que ce soit, une petite boutique ou quoi que ce soit, les loyers sont extrêmement chers. Dans les 5 dernières années, il y a beaucoup de toutes petites boutiques qui ont dû fermer parce que les loyers sont beaucoup trop chers. Ou des gens qui ont dû partir. Et des gens qui sont partis aussi. Même les Macanais ne peuvent plus se permettre d'acheter un appart à Macao. Ça, c'est un gros problème. Ouais. Ok. Et sur la Chine en général, alors il y a quand même un sujet qu'on a longtemps traité, qui est la pollution. Aujourd'hui, on en est où? Comment ça se passe? Alors, Jean-Charles, on évoquait ça tout à l'heure. Comment ça se passe? Comme toujours, ça change vite. Oui. C'est-à-dire que je pense que la Chine a signé l'accord de Paris. Elle a pris des engagements et est en train... Donc elle a signé un accord et elle va le mettre en place, elle. Elle va le mettre en place. Et je ne pouvais pas la louper. J'en parlais tout à l'heure, j'étais en Chine au début du mois de janvier. Au mois de janvier, Pékin était beaucoup plus respirable. Alors c'est la période aussi. On a vu déjà des efforts faits sur l'air en particulier. Après, il y a des sujets de pollution dans le domaine des terres, qui est un vrai gros sujet actuellement en Chine. Les terres et en fait la pollution liquide est quand même un sujet important. Mais je pense qu'ils vont prendre les mesures qui sont nécessaires. C'est un pays qui bouge vite, quand ils prennent des décisions, ils les mettent en place rapidement. Swanage, sur cet aspect de pollution, comment vous voyez les choses? À Macao, la ville en elle-même n'est pas particulièrement polluée, sauf que maintenant on a vraiment beaucoup de voitures, de bus, donc c'est la pollution aérienne. On est à côté de la mer et la pollution maritime, je dirais, vient plus de la Chine. C'est avec les courants, tout Macao accumule tout. Et donc, mais je pense aussi à Macao ça change. Le gouvernement prend beaucoup d'approches pour sensibiliser les gens et donc ils suivent un peu le même rythme que la Chine. Oui, on est dans un changement. Vous le percevez de la même façon? Ouais, moi je pense que c'était très pollué quand même. Par exemple, mes enfants faisaient du rugby, il y avait des jours on recevait une petite notice comme quoi ils ne pouvaient pas sortir pour aller faire du sport, donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on est revenu d'ailleurs. Donc moi je pense que la pollution était quand même assez importante. Elle a toujours été très forte, mais manifestement c'est quelque chose qui évolue. On l'éveille aux problèmes de santé au sens large, pollution entre autres, mais également les produits qui n'étaient éventuellement pas corrects, les problèmes de santé, les problèmes de produits chimiques mal utilisés, etc., ont quand même énormément touché les Chinois à tel point qu'aujourd'hui, justement, ils réclament la caution que nous pouvons leur apporter sur les produits. Quant à la pollution, ils iront tellement vite que... Voilà, c'est le problème de la pollution, ils l'ont pris en main et c'est quelque chose qui va se résoudre. Alors, on parlait à l'instant du système de santé. Alors, vous avez toutes les deux vécu sur place. Comment vous l'avez perçu, ce système de santé bien organisé? Oui, je pense que c'est très... quand on est résident, en tout cas. Oui, c'est la question. C'est très... Bon, c'est pas des services, des fois il faut aller sur Hong Kong ou quoi pour des choses un peu plus graves, mais sinon il y a un service de santé qui est très... C'est aussi un peu, je pense, le choix des expats aussi. Moi, par exemple, j'ai eu 2 allées en ambulance en 11 ans à Macao. On m'a très bien prise en charge. Et après, j'ai choisi d'aller à Hong Kong parce que ma mère connaissait le chirurgien. Donc, oui, ça c'est pareil en France, je vous rassure. Mais, mais honnêtement, vu que j'étais citoyenne macanaise, je suis toujours... j'étais étudiante, donc j'allais à l'hôpital, je ne payais rien du tout, j'avais rien à avancer et j'ai jamais eu...
niveau santé, vraiment, je le ressentais très très bien, c'était bien organisé. Aucun souci. Aucun souci. C'est votre perception aussi sur la Chine en général avec vos partenaires? Alors jusque-là, nous, on n'a pas eu de problème de santé en allant en Chine. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas prendre la Chine comme un pays sous-développé. Je crois qu'au contraire, si parfois les Français veulent donner des leçons à tout le monde, on a peut-être aussi des leçons à prendre, et en particulier de la Chine. Ouais. Donc oui, je n'ai jamais vu de problème particulier en termes d'hygiène et même de sécurité dans tout l'environnement. Dans tout l'environnement. Alors, on parlait de l'éducation. Donc vous avez fait toutes vos études sur place. C'était quel type d'établissement? Comment ça se passe? J'étais dans un établissement public anglophone pour le primaire. Et pour le secondaire, c'était un établissement privé anglophone aussi. Et voilà, donc du coup, on m'a un peu jeté dedans. On m'a dit, bon, fini le français pour toi, tu vas apprendre l'anglais. Ce qui m'a beaucoup servi parce que dans un seul établissement, j'ai appris non seulement l'anglais, mais le mandarin et le portugais également. Et quelques petites notions de cantonais avec mes amis. Et franchement, petite maîtrise du français, ça fait pas de mal, voilà. Avec mes parents et TV5 Monde, justement, c'était le seul lien que j'avais avec la France. J'en parlais avec ma mère l'autre jour. Mais au niveau de l'éducation, je pense que c'est très poussé aussi. C'est un peu la méthode, soyez bon, mémorisez, ayez des bonnes notes, surtout en maths et en sciences. Par contre, de mon expérience, tout ce qui est un peu histoire et culture générale, je trouvais que ça manquait un peu par rapport à mes cousins ou mes amis en France. Et vous, votre perception pour vos enfants? Oui. On est dans le parcours de l'excellence. C'est très drôle parce que mon fils était dans la même école, mes enfants dans la classe de Soana. Et sa mère était la prof de mon fils. Ah d'accord, voilà. Une fois de plus, ce monde est tout petit. Exactement. Ouais, mais non, ils ont une bonne éducation. Alors c'est vrai qu'il y a certaines choses qui font que on se dit bon, c'est pas parfait, mais c'est toujours comme ça en tant que mère, on cherche toujours ça. Mais c'est l'anglais, oui, énormément, ça aide. Tout le monde parle anglais. Très bien. Un mot de conclusion, Jean-Charles? Sur la Chine? Oui. La Chine ne se conclut pas, elle est éternelle tout d'abord. C'est très difficile de conclure sur la Chine. Voilà. Donc la Chine est éternelle. Thierry? La Chine est certainement éternelle. Pour moi, elle a créé la cosmétique de toute façon. Donc on est très heureux de la vendre là-bas et d'avoir Fitz qui rayonne. Mais c'est pas fini. Mais messieurs, dames, merci beaucoup. Donc on a bien compris, Macao, c'est une vidange. Et dans quelques instants, nous avons un spécial Canada avec la vie quotidienne au Canada. Et à 11h, nous avons Singapour. I am 4, I can read and I can write. J'ai 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.